Nous recevons José Frêche. Bonsoir à vous, écrivain, Bonsoir. sinologue. On va parler avec vous de cette passion française pour le bébé panda de Beauval, trésor national chinois et symbole de la préservation de la nature, Alice. Et oui, parce que dans le livre de José Frêche qui s'appelle Le Père David, l'impératrice et le panda arrive en dernier. Et pourtant, c'est bien lui qui tient le rôle central. Tous les personnages nous y ramènent. Et même l'actualité, José Frêche, puisque en effet, dans 3 jours, ce sera lundi, Brigitte Macron va se rendre aux eaux de Beauval, qui se trouve dans le Loir-et-Cher, parce qu'elle va baptiser le premier bébé panda né sur le sol français. Alors, c'est quoi être marraine d'un bébé panda? Et surtout, que lui vaut cet honneur à ce panda d'avoir comme marraine la première dame française et chinoise, parce que c'est la règle? Eh bien parce que le panda, c'est devenu l'emblème de la Chine. C'est l'animal fétiche des Chinois, puisque c'est le seul endroit où on trouve des pandas, c'est au Sichuan. En plus, le panda, c'est noir et blanc, donc c'est yin et yang. Et les autorités chinoises, depuis les années 1970, ont fait du panda un véritable instrument diplomatique. Et donc, elles prêtent un couple de pandas au pays qu'elles considèrent comme dignes d'être les réceptionnaires de ces animaux fantastiques. Et pourquoi la France est-elle digne de recevoir Parce que la France est un pays que les Chinois aiment beaucoup. Depuis Louis XIV, ça ne date pas d'aujourd'hui. Mais là, la demande a été faite au moment de Nicolas Sarkozy, c'est ça? Donc oui, mais déjà, du temps du président Pompidou, il y avait déjà eu un couple de pandas qui avait été prêté aux eaux de Vincennes en 1972 ou 1973. qui avait vécu des jours heureux en France. Qui avait vécu des jours heureux en France. Et donc, depuis les années 70, cet outil diplomatique permet aux Chinois de placer des couples de pandas. Alors, il y en a en Allemagne, il y en a en Belgique, il y en a au Canada, il y en a au partout, Japon. alors. Il y a 20 zoos dans le monde qui ont accueilli comme ça des bébés pandas chinois. Mais je reviens sur ma question du rôle de marraine. Ça consiste en quoi? On va lui serrer la paluche, on va lui offrir des bambous régulièrement C'est plutôt symbolique. C'est-à-dire que les 2 marraines du bébé panda, c'est la première dame chinoise et la première dame française. Donc c'est une tradition qui est respectée et ça a une valeur, je pense, symbolique. Et je suis sûr qu'en Chine, ça va avoir un retentissement important. Et est-ce que c'est aussi la France? Parce que, et c'est d'ailleurs ce que vous racontez dans votre livre, c'est tout de même un missionnaire français qui a découvert l'existence des pandas. Donc finalement, les Chinois, ils nous devaient un peu ça quand même. Peu de gens, effectivement, savent que c'est un prêtre français, le père Armand David, qui était un naturaliste et qui est également un lazariste de l'ordre de Saint-Vincent de Paul, qui était en Chine dans les années 1868-1869 et qui est tombé sur une dépouille, une peau de panda géant au Sichuan. Personne en Occident ne connaissait l'existence de cet animal et c'est lui qui a publié pour la première fois dans les annales du Muséum d'histoire naturelle de Paris cette découverte. Et à partir de ce moment-là, tous les naturalistes occidentaux se sont intéressés aux pandas. Alors on l'a vu, le panda c'est donc le symbole national de la Chine, mais on a l'impression que tout le monde est un peu gaga des pandas aujourd'hui. Finalement, chacun a sa petite vidéo de panda sur Internet. Ils sont presque plus célèbres que les chats. On va voir ce que ça peut donner, par exemple, ces petites vidéos concoctées sur les réseaux sociaux. José Frêche, qu'est-ce qui caractérise le panda? Est-ce que le panda est espiègle? Alors déjà, il faut savoir qu'en Chine, on ne dit pas panda, on dit ours-chat. C'est vrai. Ours-chat, justement, parce qu'il fait des mines, des cabrioles, il fait des petites choses comme un chaton, donc l'ours-chat. Et donc, c'est un animal charmant et qui parle à tout le monde. C'est l'ami de tous les enfants du monde entier maintenant. C'est le symbole de la préservation de la nature. Ça n'est pas que le symbole de la Chine. Et ours-chat en chinois, ça donne quoi? Ça se dit xiang mao. Ah, je ne pensais pas que vous auriez la réponse. Xiang mao. Ça peut être hargneux, un Shangmao, ou non? Pardon? Ça peut être hargneux. Est-ce que ça mord? Ça peut mordre, mais il faut vraiment approcher la main. C'est un animal qui est assez pacifique. C'est pas un prédateur. Il mange que du bambou. C'est un végétarien. Et donc, c'est la proie des chasseurs. Et c'est pour ça que si le père David n'avait pas trouvé le panda géant en 1869,
je pense qu'aujourd'hui, il n'y aurait plus de pandas sur la surface de la Terre. Et c'est un animal à la libido, on va dire, assez paresseuse, puisqu'ils sont arrivés en 2012, le joli petit couple de pandas, et ils n'ont procréé qu'en 2017. Oui. Il faut dire encore une fois qu'effectivement, il n'y a que 48 heures dans une année de la vie sexuelle d'une femme panda pour procréer. Hein. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles l'espèce était en voie de disparition, à cause justement de cette difficulté à se reproduire. Il paraît qu'il existe même des pornos pandas pour les inciter à procréer. C'est vrai, ça? J'ai entendu dire, j'en ai pas vu, mais j'ai eu l'occasion d'aller dans J'ai enquêté. dans le sanctuaire des pandas au Szechuan, à l'endroit même où le père David a trouvé sa dépouille. Ouais. Et alors là, il y a une véritable clinique, une maternité, et parce que justement, les femelles pandas sont assistées, c'est la procréation assistée, justement pour leur permettre d'avoir des bébés pandas qui sont en général d'ailleurs mis dans des couveuses. Et celui-là, il a été tout de suite, dès qu'il est né, pris en charge par des Chinoises? Il a été, il y avait Boval une équipe chinoise qui Ouais. était venue avant, au moment où on pensait que la femelle allait commencer à être en chaleur. Et je pense qu'il y a des équipes qui sont restées des mois entiers pour surveiller la femelle, faire la fécondation artificielle et ensuite s'assurer que l'ovulation se faisait, échographie, etc. Tout ça est extrêmement surveillé. De précautions. On a d'ailleurs appris Énormément. qu'on pourrait voir pour la première fois, enfin le public pourrait voir pour la première fois ce bébé panda le 13 janvier. Cette petite opération, elle a un coût quand même aussi. Elle a un coût parce que ce sont des prêts contre rémunération, parce que le gouvernement chinois ensuite utilise cet argent justement pour financer la réserve des pandas au Szechuan et ces installations qui sont des installations tout à fait modernes et très coûteuses avec énormément de personnel qui s'occupe de ces animaux. On sait combien à peu près? On parle de sommes qui vont entre 500 et 750 000 euros par an pour Rien pour le transport, enfin pour le voyage. en contrepartie de la mise à disposition du couple de pandas. On ne va pas parler de location. Non. Et ils vont repartir après, ces Et pandas ensuite, et ce normalement, bébé ils panda doivent repartir. Le bébé panda, lui, de toute façon, repartira. pour être réintroduit? Pour être, Dans son en milieu tout cas, naturel. je pense, être mis en relation avec une autre petite femelle et puis pour éviter la consanguinité. Donc tout ça est extrêmement organisé. Et ensuite, le couple de pandas, en général, est prêté pour une durée de 10 ans. Parce que pour les Chinois, en fait, on réalise qu'il était inconcevable que ce bébé panda reste en France. Il y a quelque chose que vous racontez aussi dans votre livre, c'est le rôle de cette impératrice. Finalement, c'est elle qui a aussi mis le panda dans la position de symbole national de l'Empire du Milieu. Racontez-nous cette histoire. Oui, parce qu'en Chine, les empereurs ont toujours eu des animaux symboliques. Hein. Il y avait le phénix et le dragon. Et effectivement, je raconte dans ma fiction que Cixi, qui était la dernière impératrice de la Chine, qui avait un zoo privé et qui s'intéressait beaucoup à la flore et à la faune. Et d'ailleurs, elle avait des contacts avec des savants, et notamment des pères jésuites, justement pour essayer d'avoir des connaissances supplémentaires en matière de faune et de flore chinoise. Et donc, effectivement, je raconte comment elle va faire capturer ce bébé panda que le père David, lui, veut ramener à Paris. Et finalement, elle le ramènera dans le zoo impérial à la cité interdite. Et c'est à partir de là que ce panda deviendra l'animal fétiche de l'Empire, puisque, alors que le dragon et le phénix sont des animaux qui n'existent pas réellement, cet animal existe. Elle cherchait un animal qui existe réellement. Et ensuite, cette tradition sera reprise par les autorités communistes, puisque ce sont les autorités communistes qui ont mis en œuvre cette diplomatie du panda qui est due à cette découverte du père David et au rôle de l'impératrice Cixi. Qu'est-ce que vous vouliez raconter, José Frêche, dans ce livre? C'est pas un traité zoologique. Surtout pas. Moi, ce que je veux, c'est essayer de raconter ce qu'était la Chine à cette époque, comment il y avait un animal tout à fait extraordinaire qui était en voie de disparition, le rôle d'un missionnaire français qui, tout à fait par hasard, est tombé sur une dépouille de cet animal et qui a permis ensuite à cet animal d'être connu en Occident, donc qui a en quelque sorte sanctuarisé un petit peu déjà le panda, et ensuite comment les Chinois se sont appropriés cet animal fétiche yin et yang, noir et blanc, spécifique à la Chine, et comment aujourd'hui c'est devenu
un outil diplomatique de ce pays, mais également le symbole de la préservation de la nature. Donc le panda, nous l'avons tous maintenant approprié. Nous Et ce sommes pays, tous appropriés. vous dites, je voulais raconter ce qu'était la Chine à cette époque. Ce qu'on comprend très vite, c'est que la Chine fascinait à l'époque. Elle fascinait tous les explorateurs et scientifiques qui se disaient qu'ils pourraient peut-être avoir le Graal là-bas et trouver une nouvelle espèce. Exactement, parce que c'était un pays qui était encore très peu exploré. Ouais. Il n'y avait pas le canal on de savait- Suez en plus. Hein, donc, il n'y avait pas le canal de Suez à l'époque. Donc, Il n'y avait pas le canal de Suez, puis c'était très loin. Et ensuite, le Sichuan, c'est encore très loin. C'est Ouais. pas Pékin ni Shanghai. Il faut faire des milliers de kilomètres pour y arriver. C'est montagneux, ça donne sur le Tibet. Donc, le climat est un climat très large. Il y a à la fois très froid en hiver et tropical en été. Et donc, il y a véritablement toutes les conditions sont réunies pour qu'il y ait des animaux tout à fait extraordinaires. Et c'est pour ça que les naturalistes se doutaient qu'il y aurait quelque chose à trouver au Sichuan. Et ils ne se sont pas trompés, puisqu'ils ont trouvé le panda géant. Merci en tout cas pour ces explications passionnantes, José Frêche, sur le panda et sur votre livre, évidemment, qu'on recommande à nos téléspectateurs. Merci beaucoup.